Corinne, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'avance. Merci pour l'invitation et pour voilà, cette présentation. Moi, j'ai été invitée à vous apporter quelques éléments, quelques observations, des pistes de réflexion sur la question du passage à l'action collective. Donc, je tiens à préciser dès le départ que je ne suis pas du tout une spécialiste des questions de santé psychique. Ça, c'est plutôt votre part du travail, et que voilà, je vais partager avec vous en fait des réflexions, des hypothèses, des observations qui sont plutôt tirées de mon expérience de terrain sur maintenant une douzaine d'années à peu près de militantisme et justement d'action collective sur pas mal de registres différents, puisque j'ai été pendant 11 ans élue conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'ai pas souhaité me représenter aux dernières élections régionales, donc j'ai plus de mandat électif depuis le mois de juin dernier. Mais avant ça, j'avais donc effectué successivement ces deux mandats. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, politique institutionnel. Et puis, en dehors de l'institution, j'ai aussi voilà, une petite quinzaine d'années de militantisme de terrain, plutôt du côté de l'activisme et de l'action concrète, des actions à la fois de désobéissance civile, mais aussi parfois de plaidoyer. Et comme beaucoup de personnes, j'ai moi-même voilà, signé des pétitions, participé à des manifestations et pu toucher du doigt à la fois les atouts et les limites de ce type d'action. Et puis, il se trouve que depuis 2-3 ans, je suis davantage dans des réseaux militants autogestionnaires, hein, davantage horizontaux, et que voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui bougent de ce côté-là, du côté de l'autonomie, de pratiques d'auto-organisation solidaire. Et donc, ça fait partie aussi des choses voilà, que je vais partager avec vous. Alors, je vais partager l'écran pour que tout le monde puisse voir les diapos. Voilà, normalement, C'est parfait, on tout voit le très bien. monde. Super. Donc, comment passer à l'action collective? Alors, comment changer de slide? Voilà. Bon, là, je vous avais remis le descriptif de la formation que vous avez tous eu. En introduction, je ne vais pas y passer trop de temps parce que mon parti pris est de ne pas trop revenir sur les constats qui sont quand même maintenant assez largement partagés, mais juste remettre quand même un petit coup de projecteur sur pour se redire à quel point en fait tout notre système de référents est aujourd'hui en train de vaciller. C'est quelque chose que moi j'ai coutume de dire déjà depuis quelques années, mais qui s'est singulièrement accéléré depuis 1 an et demi, notamment avec la question du Covid et de tous les impacts que ça peut générer sur, quand je dis notre système de référence, c'est globalement tous les points de repère, toutes les croyances avec lesquelles on a grandi les uns les autres et avec lesquelles on s'est construit, et puis qui façonnent un peu nos modes de vie et nos modes de se lier les uns aux autres, de faire société, comme on dit. Clairement, voilà, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais ça me paraît important de le redire. On assiste depuis 1 an et demi à la fois à un nouveau motif de se méfier de l'autre comme porteur potentiel du virus, avec tout ce qui est distanciation sociale, barrière de distanciation, et puis inquiétude par rapport voilà, à l'autre et au contact avec l'autre, hein, qui n'est évidemment pas sans avoir des conséquences aussi sur notre manière de vivre ensemble. Mais dans les impacts, il y a aussi l'essor du numérique, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire avoir des temps ensemble sans être ensemble, qui est quand même pas anodin non plus, à la fois dans notre manière de faire collectif, et ça a aussi un impact sur les mobilisations collectives, mais qui a aussi un impact sur l'environnement, de fait, puisqu'on sait que les dépenses énergétiques
et de matière pour faire tourner justement tous ces outils numériques. Elles sont loin d'être anodines. Je ne sais pas si vous avez vu récemment des articles sur le fait que l'Irlande, par exemple, qui a choisi d'accueillir pas mal de data centers sur son territoire, commence à être inquiète du fait de pouvoir fournir suffisamment d'énergie pour à la fois alimenter ces data centers et continuer à fournir l'électricité courante aux habitantes et aux habitants de l'Irlande. Donc voilà, pour dire à quel point tout ça est aussi une énorme dépense énergétique avec des impacts environnementaux extrêmement importants. Et puis, dans les impacts, il y a aussi voilà, tout ce qui s'est développé en termes de contrôle et de surveillance, à la fois par l'extension des QR codes qui sont en train d'envahir nos vies bien au-delà de la question du pass sanitaire. Moi, j'ai été très frappée de voir récemment à Lyon, par exemple, qu'il n'y avait plus un restaurant où on pouvait avoir accès à une carte et qu'il fallait maintenant flasher des QR codes collés sur les tables pour savoir ce qu'on pouvait commander à manger. Ce n'est qu'une des nombreuses applications, mais enfin, tout ça va très vite et tout ça bouscule énormément de choses, sans parler voilà, de toutes les interrogations et de toutes les inquiétudes qu'on peut avoir aussi par rapport à toute une génération d'enfants, de très jeunes enfants, qui grandissent entourés d'écrans et de personnes qui portent des masques et des impacts que ça peut avoir aussi, là aussi, en termes de santé psychique. Voilà, je ne vais pas plus en détail, notamment sur la question des impacts psychiatriques et sociétaux, parce que je pense que vous êtes tous et toutes très bien placés pour voir ça. Il y a des phénomènes aussi qui commencent à émerger, dont il est un peu tôt pour en avoir réellement une vision statistique et de savoir ce que ça va vraiment générer. Mais voilà, on est quelques-uns quand même à le vivre dans les endroits où on réside. Il y a un vrai début d'exode urbain qui se met en place, dont on maîtrise mal l'ampleur, mais en tout cas avec clairement des personnes qui, à la faveur de la pandémie et notamment du premier confinement, ont passé le cap de quitter la ville ou en tout cas de quitter les grandes villes pour aller s'installer dans des espaces plus proches de la nature, on va dire. C'est évidemment lié aussi avec la possibilité accrue de télétravail, mais ça ne va pas sans poser un certain nombre de questions, notamment la question de l'accessibilité au foncier dans ces zones qui sont maintenant de plus en plus recherchées. Et puis, autre exemple de phénomène difficile à évaluer pour l'instant, mais c'est la question des vagues de démission plus ou moins massives, notamment aux États-Unis, mais aussi un petit peu en France. C'est un sujet qui commence à être de plus en plus traité et observé, avec notamment aux États-Unis des personnes qui se filment sur leur lieu de travail, annonçant leur démission à leur patron et en profitant au passage pour dénoncer les conditions de travail justement qu'elles ne souhaitent plus subir dans leur profession. Donc tout ça, c'est voilà, autant d'éléments. Alors je fais un panorama là, très rapide parce que ce n'est pas le sujet directement de cet après-midi, mais c'est important, je crois quand même, de se replacer dans ce contexte-là en termes de mutation. Là, j'ai parlé des impacts liés au Covid, mais en fait, on voit bien dans l'énumération que le Covid vient surtout en fait accélérer et accentuer des tendances qui étaient déjà présentes, avec comme effet ce sentiment qu'on est nombreux à partager d'être un peu coincé dans le présent et ce que disent beaucoup aussi les jeunes générations, avec une difficulté à se projeter dans le futur, à savoir de quoi l'avenir sera fait. Un avenir voilà, très incertain, un peu difficile à cerner. Et donc, tout ça vient se rajouter à des tendances qui étaient déjà présentes en termes de mutation. Notamment, j'aurais pu prendre plein d'exemples, mais j'ai noté là sur la diapo la question des limites de la croissance, parce que ça me paraît être un des points vraiment fondamentaux en termes de mutation de notre système de référents. C'est que, voilà, je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'on a toutes et tous grandi avec l'idée d'un progrès social et d'une marche historique liée à la croissance économique qui nous racontait en fait que
en gagnant des points de PIB et donc en gagnant des parts de croissance, on gagnait aussi des parts de progrès social, du mieux-être pour la population, davantage de confort et donc au sentiment une qualité de vie accrue. On sait aujourd'hui, on le sait, c'est documenté depuis les années 70, mais on le sait de plus en plus, la croissance économique, en réalité, au bout d'un certain moment, atteint un palier dans sa corrélation avec la question du bien-être. Et on sait aujourd'hui que cet indicateur du produit intérieur brut, en réalité, ne mesure pas du tout la qualité de vie, simplement précisément la croissance économique, et que cette croissance économique, elle est aussi génératrice d'inégalités sociales, elle est aussi génératrice de surexploitation des ressources naturelles, et elle est un des facteurs majeurs à l'origine des deux crises de bascule qu'on connaît aujourd'hui sur le plan environnemental, que sont la perte massive de biodiversité et la question de l'emballement climatique. Donc, ça, pareil, je vais pas revenir, parce que des chiffres maintenant sur les questions de biodiversité et de climat, on en a beaucoup, on en a presque même un peu trop. On a parfois l'impression d'être un peu noyé dans ces chiffres. En tout cas, le constat, vous l'avez. Mais je tenais à rappeler tout ça parce que tout ça crée quand même un contexte évidemment très particulier si on parle de santé psychique liée à l'environnement et de mobilisation collective. Pour en témoigner, je vous ai remis, vous avez sans doute vu passer cette enquête dont les résultats sont sortis au mois de septembre dernier, qui est une enquête qui, pour une fois, a été réalisée quand même de manière assez large, puisqu'elle a concerné 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays, et dans 10 pays avec des niveaux de vie assez différents, des pays dits du Nord et des pays dits du Sud. Et le résultat de cette enquête, c'est que les 3/4 des jeunes interrogés jugent le futur effrayant, que c'est d'autant plus le cas qu'ils sont eux-mêmes dans des pays particulièrement exposés au dérèglement climatique et avec un niveau de précarité et de misère important. C'est le cas par exemple des Philippines, où ce taux de jeunes qui jugent le futur effrayant monte à 92%, plus de 9 jeunes sur 10 parmi les jeunes interrogés, ce qui est évidemment un taux absolument complètement délirant. Et si on prend l'ensemble de ces 10 000 jeunes, on en a quand même plus de la moitié d'entre eux qui se reconnaissent dans la phrase disant que l'humanité est condamnée. Voilà, je remets ces chiffres-là parce que là aussi, voilà, c'est assez symptomatique, me semble-t-il, du tableau dans lequel on se trouve. Je ne vais pas revenir puisque vous avez déjà eu a priori un webinaire sur les questions de solastalgie et d'éco-anxiété, mais voilà en tout cas comment ça s'illustre aussi en termes de chiffres et en termes de proportions, notamment parmi cette classe d'âge qui est directement impactée par ces phénomènes. Alors, face à tout ça, une des questions qui se pose et qu'on m'a demandé de traiter cet après-midi, c'est la question qu'on est quand même très nombreuses et nombreux à se poser, c'est de se dire mais comment est-ce que c'est possible que face à toutes ces mutations, face à tous ces signaux d'alerte, face à toutes ces interrogations et à toutes ces incertitudes, mais face aussi à toutes ces certitudes, puisqu'on sait aujourd'hui que la question des activités humaines et du mode d'exploitation actuel sont directement à l'origine de beaucoup de ces crises et de ces urgences qu'on est en train de traverser. Comment se fait-il que face à tout ça, rien ne bouge en fait, ou en tout cas qu'on ait le sentiment que, notamment en termes de politique publique, les choses n'avancent pas ou n'avancent pas de manière suffisamment drastique ou pas suffisamment vite. Donc, j'ai essayé, à partir de mon expérience et de mes observations, de dresser une liste de ces verrous, qui sont des verrous autant individuels que collectifs, autant psychologiques que sociétaux, qui font que ça bloque en fait, et qu'on a le sentiment d'assister à une espèce de paralysie collective, ou en tout cas d'inaction ou d'action insuffisante par rapport à ce qu'il faudrait faire.
Donc, je les ai, voilà, pour le caractère mnémotechnique de la chose, regroupés sous forme de 11 i que je vais prendre dans l'ordre où ils seront inscrits donc sur cette diapositive, et pas forcément dans un ordre de hiérarchie. Mais le premier que je voulais mettre quand même, c'est la question de l'ignorance. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a pléthore de rapports, d'études, de travaux de recherche qui viennent documenter tout ça, et que donc tout le monde sait aujourd'hui quel est l'état de la biodiversité, quel est l'état du climat, des limites planétaires, ce qui est juste d'une certaine manière, mais qui est incomplet. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de chiffres, on a beaucoup de statistiques, on a beaucoup de faits scientifiques qui sortent, mais encore très peu de connaissances et de compréhension de la manière dont toutes ces choses sont reliées entre elles. C'est-à-dire que voilà, on va entendre parler de nouveaux records de température, par exemple, qui sont battus au moment des canicules estivales. On va entendre parler des méga incendies et de tous ces méga feux de forêt, comme on a pu voir aux États-Unis ou en Australie et dans plein d'autres coins du monde. On va entendre parler d'inondations qui ont tendance à se multiplier. Donc, on entend parler en fait des impacts, des premiers impacts du dérèglement climatique, mais il est très rare en fait que le lien soit fait entre ça et le fait de trouver, par exemple, dans les grandes surfaces, des produits exotiques qui viennent de l'autre bout du monde, en termes de produits alimentaires, par exemple. On va très peu entendre parler aussi des liens avec le fait qu'on puisse trouver aujourd'hui des t-shirts à 2 euros, ce qui implique en réalité que dans la chaîne de production et d'acheminement de ce t-shirt, il y a forcément eu de l'exploitation sociale et environnementale, des pollutions générées par le transport de marchandises, etc., etc. Et donc des facteurs là aussi d'aggravation à la fois en termes d'inégalité sociale, mais aussi de dégradation environnementale, que ce soit sur la question des énergies fossiles dont on sait qu'elles sont à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit en termes de pollution générée par le transport de toutes ces marchandises à travers le monde. Donc voilà, l'ignorance, en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. C'est la difficulté, en fait, d'avoir une vision systémique qui relie entre eux les différentes données qui nous sont fournies par les médias et par l'actualité, qui font que sur la question du climat, par exemple, les informations liées au dérèglement climatique, elles ressemblent encore davantage à des bulletins météo qu'à des vraies informations sur ces risques d'emballement climatique. Et par rapport à la question des politiques publiques, en fait, il ne faut pas oublier que les élus sont des êtres humains comme les autres et que l'ignorance les touche eux aussi. Le deuxième point, c'est la question de l'impermanence. L'impermanence au sens donc de ce qui passe son temps à bouger en fait et qu'on a un peu du mal à suivre. Et là, l'impermanence, en fait, il faut l'entendre au sens notamment de deux concepts dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le concept d'amnésie environnementale, qui a été développé par un psychologue américain qui s'appelle Peter Kahn, ou du syndrome de la référence changeante, qui vient d'un biologiste marin qui s'appelle Daniel Pauly. Dans les deux cas, en fait, que ce soit sur l'amnésie environnementale ou sur le syndrome de la référence changeante, l'idée de base, c'est de constater que, en fait, l'état de référence d'un individu, ce qui lui semble normal en matière de biodiversité, par exemple, c'est l'état qu'il a connu quand il était enfant. Et que donc, cet état de référence, il a tendance à évoluer au fur et à mesure des générations. Et que en fait, un enfant qui grandit aujourd'hui, ça lui semble normal. C'est l'exemple qui est souvent pris de ne pas avoir des moucherons collés au pare-brise de la voiture
quand on fait un trajet en voiture de quelques heures. Ce qui était pourtant le cas à l'époque où moi j'étais gamine, par exemple, où il fallait s'arrêter régulièrement parce qu'en fait, il y avait encore des insectes qui volaient dans l'air, quoi, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Pareil pour la transformation des paysages qui nous entourent. La mémoire, hein, de ce qu'a été un paysage où il y avait de la forêt, où il y avait des espaces cultivés et qui, entre-temps, a été bétonné pour laisser place à des entrepôts de logistique. Ben, cette mémoire, en fait, elle se perd d'une génération à l'autre, elle s'oublie. Et donc, il y a une forme d'accoutumance, finalement, à cette dégradation, notamment sur les questions environnementales. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui neutralise un peu l'action, puisque finalement, on ne mesure la dégradation que sur une échelle de temps très limitée par rapport à la réalité de la dégradation, si on la prenait, par exemple, sur une échelle d'un siècle. Voilà pour l'impermanence. Le troisième point, c'est la question de l'immensité. L'immensité du défi, l'immensité des problèmes qui se posent à nous et le déni qui s'ensuit, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est à l'affût de l'actualité internationale, quand on est à l'affût de tout ce qui sort en termes de rapports, d'études scientifiques sur toutes ces questions-là, on peut vite se sentir noyé par le caractère immense des enjeux et des défis à relever. Et ça peut devenir vraiment très, très compliqué en fait, de vivre au quotidien avec cette conscience-là en permanence. Donc, il y a des moments en fait, où on a tout simplement besoin d'oublier un peu ça ou de l'oublier au moins partiellement, tout simplement pour pouvoir continuer à vivre. Et donc, cette part de déni, elle est plus ou moins importante. Elle est parfois totale. Il y a encore, en réalité, si on sort de nos bulles de filtre et de nos réseaux de proximité, on se rend assez vite compte qu'il y a encore, en réalité, pour une grande majorité de personnes, un déni total sur toutes ces questions-là. Et la volonté de s'en remettre à d'autres pour y trouver des remèdes et des solutions. Et ça va de pair avec le quatrième point, qui est la question de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'idée à laquelle on se raccroche que tout ça n'a pas vraiment commencé. D'autant plus qu'on entend souvent parler d'échéances à 2050, voire à la fin du siècle, qui viennent entretenir l'idée que voilà, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux, qui sont des menaces pour le futur, mais qui n'ont pas encore vraiment commencé et qui laisse la possibilité de se dire que quand vraiment ça va commencer à chauffer et à barder, il sera toujours temps à ce moment-là de s'en préoccuper, d'autant que il y a toujours un peu cette espèce de croyance que d'ici là, on va trouver des solutions, ou en tout cas que des personnes non identifiées vont trouver des solutions pour nous. Soit que ce soit du côté de la géo-ingénierie, vous savez, tout ce qui consiste à bombarder les nuages pour faire tomber la pluie avant qu'elle se change en grêle, par exemple, voire à se projeter dans des scénarios dignes de récits de science-fiction avec des questions de terraformation, de colonisation d'exoplanètes et tous les délires actuels autour d'une nouvelle conquête spatiale, notamment en direction de Mars, qui sont des choses qui pourraient prêter à sourire, si ce n'est que un personnage comme Elon Musk, par exemple, qui fait partie des personnes qui réfléchissent très sérieusement et qui investissent très sérieusement dans cette nouvelle conquête spatiale. Elon Musk, c'est quand même la 4e personnalité la plus riche du monde. Sa fortune pèse 100 milliards de dollars. Et en réalité, son projet Starlink, par exemple, d'Internet par satellite, a quand même déjà déployé 895 satellites dans l'espace. Donc, on est loin d'une simple farce ou d'une simple blague dont on pourrait sourire sans la prendre au sérieux. Et donc, tout ça fait partie des choses qui nourrissent ce sentiment d'incrédulité et de s'en remettre notamment à la technologie pour nous sortir de la situation dans laquelle on est.
La question de l'insensibilité ensuite, hein, qui est une question qui est de plus en plus étudiée et que vous avez dû voir dans un des précédents webinaires sur la question de la ville et sur voilà, cette idée selon laquelle, étant donné qu'en termes de population mondiale, en fait, il y a eu quand même un exode rural très important, la constitution de mégalopoles ultra bétonnées qui font qu'une majorité de la population mondiale aujourd'hui vit de manière totalement déconnectée en fait, de la nature, des écosystèmes, des animaux, mais même parfois d'une forme de saisonnalité, parce qu'il y a beaucoup de villes où en fait, le passage de l'automne à l'hiver ou de l'hiver au printemps n'est plus très marqué finalement. Et donc, toute cette connexion-là créerait une forme de crise de la sensibilité qui fait que c'est difficile en fait de se mobiliser pour défendre des choses qu'on ne voit pas, voire qu'on n'a jamais vues pour certaines jeunes personnes, et qui donc paraissent très lointaines et très éloignées finalement du quotidien, et donc probablement moins prioritaires que des difficultés auxquelles on a à faire face au quotidien, notamment pour les catégories, les classes sociales les plus précarisées, qui ont d'autres soucis à résoudre que de se mobiliser voilà, pour des choses qui finalement deviennent assez abstraites quand on vit dans des grandes mégalopoles comme on en connaît, et comme on en connaît finalement assez peu en France comparé à ce qui peut exister notamment en Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est la question de cette crise de sensibilité. Un autre facteur aussi qui peut être un verrou et un frein à l'action collective, c'est la question de l'invisibilité. C'est-à-dire que tout ça, je le disais, peut paraître abstrait, et d'autant plus abstrait qu'on parle là de choses qui sont finalement assez peu visibles. Quand on parle, par exemple, de teneur en particules dans l'atmosphère, de pollution de l'air ou d'émissions de gaz à effet de serre, c'est comme pour la radioactivité, on est sur des choses qui ne se voient pas, qui ne sont pas palpables, comme le virus d'ailleurs, et qui rendent difficile le fait de vraiment bien appréhender en fait la menace, puisque cette menace, on ne peut pas la voir. Et voilà, ça paraît, enfin, je ne sais pas si ça paraît évident, mais en tout cas, c'est probablement là aussi un des verrous. Et un des verrous a deux sens, c'est-à-dire à la fois la difficulté de voir le dérèglement climatique, par exemple, mais aussi la difficulté à voir certaines de ses causes. Je pense notamment à la question énergétique. Si je prends l'exemple du numérique, par exemple, qui est aujourd'hui considéré comme, voilà, on parle souvent d'immatériel, de l'ère de l'immatériel et du virtuel dans laquelle on serait entré. Et ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés favorisées, c'est tout ce que ça suppose en réalité de choses très matérielles, en termes de tuyaux qui transportent les données numériques, en termes de data centers qui doivent être refroidis et climatisés, en termes voilà, d'extraction d'énergie fossile pour produire l'énergie nécessaire à tout ça. Donc, en réalité, voilà, il y a des choses, tout ça nécessite des infrastructures, des équipements qui sont très matériels et très pesants, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui quand on allume son ordinateur, de même qu'on ne le voit pas quand on actionne un interrupteur pour obtenir de l'électricité. Et ça donne l'illusion, en fait, que tout ça est finalement totalement non toxique, comme si tout ça se créait par génération spontanée et ne participait pas justement à la gabegie énergétique qui nous a menés dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Le point suivant, c'est la question de l'individualisation. Le fait voilà, qu'on est dans une société où tout est fait pour exacerber des questions de compétition,
mais aussi des formes de rivalité ostentatoire où en fait la réussite est vue d'un point de vue extrêmement individuel, comme l'accumulation de richesses matérielles que chacune et chacun peut réaliser au cours de sa vie, ou devrais-je dire au cours de sa carrière, et où on voit que tout est fait en termes de publicité, de ce qui est véhiculé par les médias, d'effets de mode, pour individualiser cette consommation et promouvoir des modes de vie individuels qui sont totalement insoutenables du point de vue justement des réalités géophysiques et de ces limites planétaires qu'on ne devrait pas dépasser et qu'on est en train de dépasser. Je ne détaille pas davantage, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. C'est aussi, sous le terme d'individualisation, bien sûr, la question de la manière dont nous sommes aujourd'hui dans une société où beaucoup de lieux qui étaient des lieux justement collectifs, de discussion collective, de débat collectif et de mobilisation collective ont été atomisés. Ça va du bistrot du coin au jardin ouvrier, en passant par la question des syndicats et des partis politiques qui ont pendant longtemps rempli cet office et qui, on le voit aujourd'hui, sont totalement en perte de vitesse, d'adhérents et de confiance pour jouer à nouveau ce rôle-là. La question de l'imaginaire, qui est un peu liée à tout ce que je viens de dire là, c'est-à-dire qu'on a, voilà, les imaginaires ont été très largement colonisés aujourd'hui par une forme d'hégémonie culturelle qui est quand même davantage faite de 4x4, de drones, de survivalisme guerrier, davantage que d'exemples de coopération, de générosité et de solidarité. Je parle là de l'idéologie dominante, mais d'une idéologie dominante qui, par ailleurs, s'est étendue par le biais de la mondialisation aussi dans le secteur culturel au monde entier. Et donc, un imaginaire qui, aujourd'hui, ne favorise pas justement cette mobilisation collective. La question des injustices, et notamment des injustices sociales, réelles ou perçues. Pour les injustices réelles, je vais reprendre un exemple que j'aime beaucoup utiliser. C'est l'exemple d'un président de la République française qui demande aux gens de faire des efforts, notamment par le biais de la taxe carbone, quelques semaines après avoir passé ses vacances à faire du jet ski dans une réserve naturelle protégée, et qui demande à faire des efforts au nom de la protection de l'environnement. Naturellement, c'est le genre de discours qui ne peut pas bien passer et qui ne peut pas être accepté dès lors qu'il y a là une injustice sociale flagrante entre ce que se permettent certaines classes politiques dominantes et ce qu'elles demandent à la majorité de la population d'effectuer en termes d'efforts. Ça, c'est un exemple d'injustice sociale qui crée des verrous, qui crée des freins et qui est évidemment totalement contre-productif parce qu'en plus, une partie de la colère est certainement dirigée contre ce président de la République française, mais une partie de la colère se dirige aussi vers la transition écologique, ce qui évidemment est totalement contre-productif, injuste, mais bien réel aujourd'hui aussi dans notre pays. Et puis, une autre forme d'injustice qui peut créer aussi des freins, c'est celle, par exemple, que moi j'ai beaucoup observée par exemple, dans les stations de ski en montagne dans les Alpes, où voilà, moi je me suis beaucoup penchée sur la question de l'installation de canons à neige pour pallier la raréfaction de l'enneigement naturel en montagne. Et donc, la manière dont notamment la région subventionne beaucoup la neige artificielle et ses canons à neige. Et il se trouve que voilà, dans mes différentes rencontres et mes enquêtes en station, je me suis rendu compte d'une chose qui n'était pas évidente pour moi et qui a été une vraie découverte et qui me semble importante.
c'est que beaucoup des personnes qui vivent en montagne et dont les familles vivent en montagne depuis des générations ont un sentiment de revanche sociale très, très fort, qui fait que en fait, leur venir aujourd'hui questionner les canons à neige, c'est vraiment vécu en fait comme le fait qu'une fois de plus, c'est les gens qui vivent en montagne qui vont encore être à la traîne de la modernité et du progrès, comme ils l'ont été pendant plusieurs générations auparavant. Puisqu'on est sur des populations qui, voilà, qui ont été très longtemps vraiment dans des économies de subsistance très difficiles, avec un taux très élevé de précarité et de misère, sur du pastoralisme et de l'agriculture de montagne dans des conditions très difficiles, puis qui ont subi la désindustrialisation des vallées alpines, et qui, avec les stations de ski, tout d'un coup, ont retrouvé un peu de souffle économique et à qui on vient dire que, en fait, ça ne va pas encore être pour cette fois-ci. Et malgré tous les bons arguments qu'on peut avoir, et je suis bien placée pour le savoir, pour questionner effectivement ce modèle-là, il faut aussi prendre en compte ce sentiment de déclassement et d'injustice sociale qu'on retrouve par ailleurs aussi dans certaines zones rurales, où le fait, par exemple, d'avoir des trottoirs en béton et des supermarchés, etc., est aussi vécu comme une accession au progrès, à la modernité, et donc comme une forme de droit pour sortir d'une vision voilà, un peu péjorative de la ruralité. Donc ce sentiment d'injustice, il me paraît aussi important à prendre en compte. J'arrive vers les deux derniers points. La question de l'impopularité, qui est un peu le résultat des points précédents. C'est-à-dire que concrètement, en fait, aujourd'hui, promouvoir les actions, qu'elles soient individuelles ou collectives, qui devraient s'imposer, en fait, c'est absolument pas populaire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans l'air du temps. C'est complètement à rebours justement de l'idéologie dominante. Et de fait, ça ne fait pas envie à grand monde quand on porte un programme de bifurcation qui consiste à dire qu'il ne faut pas trop chauffer son logement, arrêter d'acheter des vêtements neufs, arrêter de prendre l'avion pour partir en vacances. Voilà, tout ça, ce sont des mesures impopulaires en fait aujourd'hui. Et enfin, last but not least, comme on dit, le dernier point, mais qui est un des premiers verrous à l'action, c'est la question des intérêts économiques. Autrement dit, des lobbies, notamment des lobbies industriels, qui, eux, ont tout intérêt à ce que rien ne change pour pouvoir continuer sur le modèle qui est le leur actuellement, un modèle capitalistique dans lequel il faut produire toujours plus pour pouvoir vendre, générer des profits et rémunérer des actionnaires. Et ces lobbies-là, on sait aujourd'hui, ça a été largement documenté, dans le cas des multinationales pétrolières, par exemple, on sait que Exxon a eu en 1982 entre les mains un rapport d'experts, de climatologues qui décrivait à peu près exactement ce qui s'est passé depuis en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique et d'impact que tout cela allait avoir. On sait, c'est sorti aussi récemment dans la presse, que depuis 1971, en 1971, dans le journal d'entreprise de Total, est sorti là aussi un article qui était extrêmement clair sur le fait que de poursuivre les activités d'extraction d'énergie fossile risquait d'avoir des conséquences absolument désastreuses pour l'humanité et pour les écosystèmes. Et malgré cette connaissance des enjeux, donc dès les années 70, eh bien ces grands intérêts économiques non seulement n'ont rien fait, mais ont créé ce qu'on appelle une fabrique de l'ignorance, c'est-à-dire se sont mis à financer des contre-enquêtes, des contre-études et des contre-rapports
permettant d'assurer exactement l'inverse de ce dont ils avaient connaissance, c'est-à-dire l'innocuité de leur politique industrielle et commerciale pour pouvoir continuer leur activité comme si de rien n'était, ce qui, par ailleurs, permet de faire la distinction entre la question de la responsabilité et la question de la culpabilité, puisqu'on dit souvent que nous sommes toutes et tous responsables par nos gestes individuels, par nos modes de consommation, nos modes de vie, ce qui est une chose dans laquelle il y a effectivement une part de vérité, mais qui est mensonger si on ne complète pas par la précision qui consiste à dire que si nous sommes tous responsables, il y a des personnes qui, elles, sont coupables, puisque ce sont des personnes qui savaient, qui avaient les leviers pour agir et qui ont, en toute connaissance de cause, décidé de ne pas le faire. J'en profite pour te dire qu'il te reste 10 minutes. Très bien, merci. Donc, il s'agit de prendre en compte l'ensemble de ces verrous pour repartir du réel. Je vous ai mis là trois expressions qui me semblent, moi, d'actualité. Une de Walter Benjamin qui consiste à organiser le pessimisme. Une qui est beaucoup utilisée dans les mouvements climat, qui parle d'éviter l'ingérable et de gérer l'inévitable. Et puis une citation de Victor Hugo, que je vous mets là en entier, qui parle d'empêcher que le monde se défasse. Et la citation entière est à l'écran. Vous pouvez la lire, je vous laisse en prendre connaissance, mais elle me paraît là aussi avoir beaucoup de résonance sur ce qu'on vit actuellement. Alors pourquoi continuer malgré tout à agir et à se mobiliser collectivement ? D'abord parce que chaque dixième de degré compte et que donc il y a toujours des victoires à aller chercher. J'ai dit chaque dixième de degré, mais ça vaut pour chaque espèce d'invertébré, chaque personne dans la précarité, chaque hectare de terre agricole qui n'est pas encore bétonné. Et que donc, s'il paraît hors de portée aujourd'hui de sauver la planète ou de renverser le système et de prendre comme ça des grands enjeux très, très globalisants, il y a toute une somme de petites batailles et de petites victoires à aller chercher et à remporter. Et quand je dis petites, ça ne veut pas dire qu'elles soient dérisoires, puisque nous en sommes à un tel point de criticité et d'urgence que je pense que plus aucune de ces luttes ni de ces victoires ne sont aujourd'hui dérisoires. Et puis pour la dignité du présent, qui est une des notions que j'ai développées dans mon essai, qui consiste à dire que même à un moment comme celui qu'on vit aujourd'hui, où les victoires hypothétiques semblent de plus en plus hypothétiques, justement, et se souvenir en fait que les mobilisations qu'on met en œuvre et auxquelles on participe, c'est pas uniquement parce qu'on pense qu'on va gagner à la fin, mais aussi parce que ça nous semble juste à faire. Attends, excuse-moi Corinne, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Merci. Donc c'est ce qui nous semble juste à faire à un moment donné, au moment présent, et donc ça c'est aussi un moteur de l'implication et de la mobilisation collective qui me paraissent importants. Alors dans le quoi faire, moi, je distingue plusieurs choses, plusieurs domaines en tout cas. Le premier, c'est de mieux informer. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question de l'ignorance, c'est-à-dire de mieux informer en reliant les faits entre eux et en leur donnant une cohérence globale, plutôt que de se contenter de disséminer des faits comme s'ils n'étaient pas liés entre eux, notamment sur la question climatique, environnementale, mais aussi la question économique, sociale, démocratique, puisqu'on voit que tout ça est lié. Le fait, bien sûr, de favoriser les bifurcations et de ralentir la destruction. Ralentir la destruction, concrètement, ça veut dire, pour certaines personnes, venir physiquement s'opposer à un projet de bétonisation de terres agricoles quand des surfaces qui pourraient être utilisées pour nourrir des gens vont être utilisées pour un entrepôt Amazon, par exemple. Et puis se préparer à ce que tout ça ne suffise pas, c'est-à-dire lancer des démarches d'adaptation, puisqu'on sait aujourd'hui que quoi qu'on arrive à faire dans l'immédiat,
le climat va continuer au moins pendant un temps de se réchauffer et donc il va falloir faire face à des aléas climatiques de plus en plus importants, à des risques de rupture de chaîne d'approvisionnement et à des besoins de mécanismes de solidarité accrus et que tout ça se prépare dès maintenant et pas lorsque nous serons plongés dans ces crises successives. Donc, continuer à agir et à lutter, et ce, malgré justement donc, voilà, tous ces phénomènes de solastalgie, d'éco-anxiété, de sidération, avec une formule que j'ai répétée souvent, c'est que le meilleur remède à la sidération, c'est justement le passage à l'action, et que pour ça, on a besoin de passer du registre des émotions individuelles au registre de l'action collective. Et c'est ça qui est parfois difficile, c'est que on a beaucoup, moi je vois beaucoup de personnes en fait qui par le biais de conférences en ligne ou la lecture de certains livres, découvrent l'ampleur du problème, mais sont seules chez elles et ne savent pas comment s'y prendre justement pour passer de ce registre individuel au registre collectif. La deuxième raison de passer au registre collectif, je vous ai remis là un document de synthèse d'une étude de Carbone 4 qui était sortie il y a 2 ans, qui faisait la démonstration en fait que la question du registre individuel en matière d'action ne représente que 25% environ des efforts à faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière à stabiliser le dérèglement climatique. Et que la part restante, en fait, relève de l'action collective et de l'action des gouvernements et des entreprises, donc ces grands intérêts économiques dont on a vu tout à l'heure qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt à les engager. Donc ça ne veut pas dire évidemment que les actions individuelles ne doivent pas être entreprises. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Donc il faut être très clair sur ce que ça permet d'atteindre et ce que ça ne permet pas d'atteindre. Et donc, voir à quel point cela a besoin d'être complété justement par des démarches collectives, de l'action collective qui vont au-delà de ces actions individuelles. Ces actions collectives, elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle le trépied de la transformation sociale. Alors, on devrait rajouter de la transformation sociale et écologique probablement, qui est un trépied avec voilà, 3 axes sur lesquels il faut agir de manière collective simultanément. Un axe qui est tout l'axe de lutte et résistance. C'est ce que je disais par exemple tout à l'heure sur le fait de s'opposer à la bétonisation de terres agricoles. C'est voilà, tout ce qui va venir s'opposer frontalement à une extension de l'emprise du système actuel et donc ralentir le rythme de dégradation et de destruction. Deuxième axe, c'est la question des alternatives et de la préfiguration, c'est-à-dire à quoi pourrait ressembler ce fameux monde d'après et ne pas attendre d'être dans l'après pour le faire vivre. C'est ce qui se fait notamment dans beaucoup d'écolieux ou de fermes collectives qui fonctionnent avec des principes d'agroécologie ou dans des habitats collectifs qui essayent de réinventer d'autres formes de vivre ensemble et de prendre les décisions de manière collective. Et puis le troisième axe, c'est l'axe de la bataille culturelle pour justement changer ce que je vous disais tout à l'heure sur cette forme d'hégémonie culturelle et d'idéologie dominante, faire en sorte que l'ambiance sociale soit moins à la compétition et davantage à la coopération et décoloniser les imaginaires pour remplacer la réussite matérielle par d'autres éléments de simplicité, de décroissance et arriver à faire la démonstration que cela peut être désirable et que ce n'est pas une manière d'envoyer les gens au coin et de les punir. Donc, on a besoin d'agir sur ces 3 leviers en parallèle et de manière simultanée. Pour ça, depuis 2-3 ans,
de nouvelles formes de militantisme émergent dans les mouvements climat, mais de manière plus générale aussi dans les mouvements anarchistes, féministes, anti-autoritaristes, avec voilà, plusieurs particularités par rapport aux formes de mobilisation plus traditionnelles que j'évoquais tout à l'heure, notamment du côté des partis politiques et des syndicats. On est là dans des mouvements militants qui sortent de la culture du nombre, notamment dans la question du rapport de force qu'ils veulent établir. C'est-à-dire que très concrètement, pendant des décennies, pour obtenir un rapport de force et peser, par exemple, sur le gouvernement, la tactique employée consistait à être le plus nombreux possible au même endroit avec la même revendication, le même mot d'ordre. Ces derniers temps, on a assisté avec, par exemple, la pétition de l'affaire du siècle, au fait que même quand on était plus de 2 millions à signer une pétition, ça ne faisait pas bouger le gouvernement. On a vu ça aussi avec les mobilisations des Gilets jaunes, avec les dernières grosses manifestations sur la question de la réforme des retraites. Cette culture du nombre n'est plus un levier suffisant aujourd'hui pour établir un rapport de force. Et donc, ces nouvelles formes de militantisme, elles se placent de plus en plus aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'action performative, dans le faire plus que dans le fait de demander ou de revendiquer. Donc l'action performative, c'est une action en fait qui porte en elle-même sa propre réalisation et qui ne vise pas à demander à un gouvernement, par exemple, d'agir, mais qui agit en tant que tel. C'est le cas, par exemple, de ce qui s'est passé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où non seulement il y avait une résistance par rapport à un projet d'aéroport, mais il y avait aussi directement une alternative et une préfiguration sur la manière d'habiter ce territoire, et où la lutte était déjà une autoréalisation performative sur la manière dont ça a modifié à la fois le territoire, mais aussi les personnes qui y ont participé. C'est aussi cette fin de la culture du nombre, une manière de parler d'archipélisation de tous ces petits îlots de résistance et d'alternatives, plutôt que d'être dans une démarche continentale. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de tous s'aligner pour avoir les mêmes formes d'action, les mêmes revendications, parce que tout le monde n'a pas la même culture politique, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités matérielles d'action. Et donc, l'idée est plutôt d'accepter qu'il y ait plein d'îlots différents, avec des cultures différentes, des actions différentes, mais d'archipéliser tous ces îlots pour que, en revanche, la stratégie d'action, elle, soit commune. Et donc ça donne lieu à une succession d'actions sur plein d'endroits du territoire, que moi j'aime bien qualifier d'acupuncture politique, avec cette idée qu'on appuie sur des terminaisons nerveuses, avec l'objectif que tous ces petits points d'action locaux finissent par produire un effet global. Ces petits points d'action… Il te reste 5 minutes. Ouais, merci. Ces petits points d'action locaux, précisément par leur dimension territoriale et locale, ils sont souvent tissés autant d'affinités politiques qu'humaines, c'est-à-dire qu'ils sont souvent affaire de groupes, de collectifs qui se montent bien sûr sur le fait d'avoir un projet politique et des convictions partagées, mais aussi sur le fait, sur un registre affinitaire, parce que en fait, quand on est dans de l'action locale de proximité, on a aussi besoin de se sentir en confiance et de prendre plaisir à l'action, ce qui n'est pas toujours le cas en fait dans des appartenances syndicales ou partidaires. Et puis le dernier point par rapport à ça que j'ai inscrit, c'est choisir ses dépendances. J'ai essayé de chercher ce qui pouvait caractériser tous ces nouveaux collectifs militants. J'ai dit qu'il y avait de l'anti-autoritarisme, de la recherche d'autonomie, des mouvements plus axés sur la question de la solidarité, notamment avec les migrants, des collectifs féministes. Et je crois que si on devait trouver le point commun de tous ces collectifs, c'est une certaine vision de l'autonomie et de l'autonomie d'action et de l'autonomie de vie, qui est une autonomie qui peut se définir par le fait de choisir ses dépendances et de simplifier en fait sa vie au maximum pour être le moins dépendant possible de choses que nous ne maîtrisons plus, que ce soit en matière de technologie ou en matière de politique institutionnelle.
Je vais donc vers ma... Avant de conclure, je voulais vous montrer ce tableau qui est un des rares tableaux d'ensemble qui synthétise toutes les différentes formes d'action militante, d'action collective, de manière extrêmement complète, puisque ça va des grèves, manifestations, boycotts, pétitions, jusqu'aux actions violentes. Donc, il ne s'agit pas là de porter un jugement en termes d'accord ou de désaccord avec ces différents registres d'action, mais d'avoir un aperçu synthétique et complet de toute la gamme des actions collectives qui ont à un moment donné été sollicitées sur différents mouvements à travers les époques historiques, et avec une taxonomie qui est assez intéressante, puisque si vous regardez les deux flèches du bas, les actions qui sont situées le plus à gauche du tableau sont des actions où il y a peu de risques de répression, mais où il y a besoin d'être très nombreux. Et en fait, assez logiquement, plus on est sur des actions qui ne nécessitent pas d'être très nombreux, plus les individus qui prennent part à l'action sont en revanche exposés à des risques, notamment en termes de répression ou en termes tout simplement de se mettre dans l'illégalité. Donc là-dedans, vous voyez qu'il y a à la fois du registre d'action directe, donc ce que moi j'ai appelé action performative, et d'action indirecte, avec voilà un panel assez large de toutes les actions qui ont jusqu'ici été répertoriées, et peut-être y en a-t-il d'autres encore à imaginer et à inventer, et surtout à mettre en œuvre assez rapidement, puisque une des caractéristiques de la situation dans laquelle nous sommes, c'est que le temps nous est compté, selon les scientifiques, pour espérer avoir une possibilité d'action immédiate et de rétablissement de la situation, notamment sur les questions de climat et de biodiversité, qui ont pris une grosse longueur d'avance sur les autres. En conclusion, je vous ai mis une citation d'Élisée Reclus, qui est un géographe anarchiste, qui dit que là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. Si je vous ai mis cette citation, d'abord c'est parce que je la trouve très juste et très belle, mais c'est aussi pour ne pas oublier au milieu de tout ça à quel point la question de l'esthétique, de la beauté et de la poésie sont aussi des questions éminemment politiques, et à quel point nos actions collectives, nos actions militantes doivent aussi en tenir compte, faute de quoi le militantisme risque de s'assécher et de confondre, comme c'est souvent le cas hélas, radicalité et radicalisme, avec le risque de voir se reproduire dans les actions collectives le manque de soins et d'attention à l'autre que nous déplorons dans les adversaires auxquels nous souhaitons nous confronter. Donc, pour ne pas reproduire ça au sein même des réseaux militants et des mobilisations collectives qu'on a à mettre en œuvre, je crois que la question de l'esthétique, de la beauté et de la poésie, et donc in fine du soin, sont aussi évidemment des dimensions qu'il faut absolument garder à l'esprit. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide, et voilà, tout ça a été très vite parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire, mais en tout cas que ça vous donne des billes pour la partie atelier dont vous allez pouvoir maintenant vous saisir. Merci beaucoup, Corinne.